Et au fil de ma pratique, je remarquais à quel point les femmes étaient démunies par rapport à leurs hormones. Plus on creuse, plus on découvre que tout ce qu'on nous dit dans la société qui serait bon pour nous, dans le sens un peu le biohacking, là, tu sais, qu'on voit le jeûne le matin, le jeûne intermittent, c'est toutes des choses qui sont faites pour optimiser les hormones masculines. On met en moyenne 126 produits chimiques sur notre peau, sur notre corps, par jour. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Karine, merci beaucoup d'être sur Ambitionnelle avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et de femmes surtout, qui est le cycle menstruel et les hormones au féminin. Donc, pour commencer, est-ce que tu aimerais nous en dire un peu sur ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivée là-dedans? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressée à ça en premier lieu? Moi, je te dirais que ça a été vraiment sur le tard, au début de la trentaine, en fait, parce que j'étais vraiment passionnée par tout dans la vie. J'ai eu vraiment de la misère à choisir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. En général, j'aimais la science, j'aimais l'art, j'aimais la musique, le sport, tu sais, j'étais vraiment multipassionnée. Donc, j'ai commencé par faire un bac en art. Après ça, j'ai travaillé comme costumière au Cirque du Soleil. Donc, j'ai vraiment une ancienne vie, là, disons. Et tranquillement, j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de plus aider les gens. Donc, puis je le faisais déjà naturellement, en fait. Chez moi, j'étudiais le corps humain, les plantes. C'était vraiment une passion qui était comme un peu secrète chez moi. Et donc, de fil en aiguille, la vie m'a menée à faire un diplôme en naturopathie. J'avais, je pense, 25 ans à ce moment-là. Et suite à ça, j'ai voulu continuer, aller plus en profondeur, puis avoir un peu plus de crédibilité aussi aux yeux de la société en général. Bon, je viens d'une famille un petit peu, tu sais, très... ma sœur est médecin, donc tu sais, c'est ça, les sciences plus traditionnelles, exactement. C'est bien vu. Alors, j'ai été faire mon bac en nutrition. Ensuite, j'ai commencé une maîtrise en nutrition clinique à l'Université de Montréal. J'ai fait 1 an. Puis là, j'ai dit, bon, c'est assez. Je pense que ça fait 8-9 ans que j'étudie la science, la nutrition, la naturopathie. Je suis prête à travailler. Donc, c'est vers 31 ans à peu près que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Et au début, je faisais la nutrition très, justement, un peu plus traditionnelle. J'aidais autant les hommes que les femmes. Bon, j'ai toujours eu quand même plus de femmes que d'hommes. Et au fil de ma pratique, je remarquais à quel point les femmes étaient démunies par rapport à leurs hormones. Donc, tout ce qui était par rapport à la périménopause, la ménopause, tu sais, la prise de poids, les SPM, l'endométriose, le SOPK, j'en avais de plus en plus dans ma pratique. Puis moi-même, je me sentais un peu démunie par rapport à ça, parce qu'on n'apprend pas ça au bac, ni nulle part ailleurs, tu sais. Donc, j'ai commencé à faire des formations plus pour mon intérêt personnel et pour mieux aider mes clientes qui venaient surtout des États-Unis, d'écoles réputées aux États-Unis. Puis, ça m'a soulevé une passion. Et en même temps que j'éveillais ça, que j'étudiais ça, je le voyais en moi, en fait, à quel point moi-même j'en avais besoin, puis à quel point moi-même j'avais été déconnectée de ma féminité tout ce temps-là dans ma vie. Puis, j'ai étudié aussi, à un moment donné, je suis tombée sur la contraception naturelle parce que, justement, je voulais plus prendre la pilule pour moi. J'avais essayé le stérilet, le Depo-Provera. Il y avait rien qui avait fonctionné pour mon corps. C'était vraiment là, mon corps le rejetait très fortement. Puis, donc, en apprenant tout par rapport à la contraception naturelle aussi, ça m'a ouvert un monde. Puis là, j'ai eu comme vraiment la piqûre. Là, je me suis dit, tu sais, j'étais fâchée, ça m'a soulevé plein d'émotions. J'étais fâchée, j'étais confuse, j'étais passionnée en même temps. Puis je me demandais pourquoi on n'apprenait pas ça à l'école. Puis c'était tellement des choses de base que la femme devait savoir dès la puberté. Puis j'avais comme 31 ans, puis j'apprenais tout ça, tu sais, par rapport à ma glaire, suivre mon cycle, comment me nourrir par rapport à mon cycle, c'est quoi les particularités, justement, physiologiques de mon corps au travers de mon cycle. Donc tout ça, c'était complètement nouveau pour moi, puis plus j'allais là-dedans, plus j'appréciais d'être une femme, plus je renouais avec ma féminité. Puis je me suis dit, OK, tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis il y a vraiment un besoin, tu
sais, avec les femmes. Il y avait tellement un besoin criant d'en savoir plus. Puis aujourd'hui, ça fait 7 ans et plus que je travaille là-dedans. Puis j'ai vu des centaines de femmes, tu sais, peut-être des milliers, je sais plus. Je ne compte pas, mais vraiment beaucoup. Et je vois tellement qu'il y a un besoin de se comprendre plus, de vraiment vivre plus en harmonie avec notre cycle. Parce que, tu sais, plus on creuse, plus on découvre que tout ce qu'on nous dit dans la société qui serait bon pour nous, dans le sens un peu le biohacking, là, tu sais, qu'on voit le jeûne le matin, le jeûne intermittent, les cafés gras, tu sais, de bulletproof, tout ça. C'est toutes des choses qui sont faites pour optimiser les hormones masculines. Ça n'a pas été testé sur nous. C'est pas des choses qui sont testées sur les femmes, tu sais. C'est tout fait pour que la testo de l'homme soit à son meilleur. Mais nous, on a été exclus des études depuis toujours, en fait. Puis, tu sais, il y a eu une loi, là, une espèce de loi qui disait que depuis 96, en fait, que les femmes sont obligatoirement comprises dans les études à un certain pourcentage. Mais encore là, on manque énormément de données sur notre cycle menstruel, puis sur les effets de telles choses sur notre cycle, sur notre humeur, surtout sur le corps féminin, en fait. Donc, il y a un besoin criant, vraiment, d'approfondir plus ça, puis d'aider les femmes, qu'elles se sentent plus supportées. Puis, tu sais, juste pour améliorer notre qualité de vie, notre bien-être, être fière d'être une femme, remettre la place de la femme en société, dans le fond, qui nous revient, qui est pas plus que l'homme, pas moins, juste égal, dans le fond. Absolument. Puis je veux dire, de tout ce que tu me dis en ce moment, moi, je me rappelle être au secondaire, puis j'ai eu mes règles très, très tôt. J'avais peut-être 11-12 ans. Puis donc, il y avait personne autour de moi qui les avait, donc j'étais toute seule. Puis genre, j'avais tellement de gêne, parce que personne m'en avait jamais parlé. Je savais pas c'était quoi, mes amis l'avaient pas. Puis moi, je trouvais ça dégueulasse, là. J'étais comme, oh mon Dieu, je saigne. J'avais quasiment peur d'avoir mes règles. Tandis que c'est un truc qui est totalement normal en tant que tel. Et chaque femme va avoir ses règles. Mais vu qu'on n'en parle pas et que c'est tabou, j'ai l'impression justement qu'aussi, ça fait en sorte qu'on va toujours avoir ce malaise avec notre corps et nos hormones et tout ce qui l'entoure et le fait d'être femme. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment super que justement t'aies fait des études par rapport à ça. Et t'as aussi entièrement raison dans le fait de dire que les femmes ont été exclues des études. Et c'est quand même fou de dire qu'une loi a été passée en 96, qui est 4 ans avant que je naisse. Ah oui! Pour mettre les choses en perspective, là, c'est... Ben, il y a 20 ans, en fait. Extrêmement récent. Non, c'est pas vrai. 30 ans. 30 ans. 30 ans, ouais. Wow, quand même. Très récent. Puis, tu sais, depuis 2016, je pense, en tout cas, dans ces eaux-là, le cycle menstruel est reconnu comme notre 5e cycle vital. Signe vital. Donc, c'est aussi important que, par exemple, si on fait de la fièvre ou si notre pouls est, tu sais, si on fait de l'hypertension, de l'hypotension, ça, c'est des choses que le médecin va couramment demander. Mais est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui vous demande, bon, comment va ton cycle menstruel, tu sais? Pas du tout. La plupart du temps, de toute façon, il est supprimé par la pilule ou un contraceptif hormonal. Donc, c'est tout récent, vraiment. Puis, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire. Autant dans le corps médical, tu sais, que dans le public général. Puis, pour revenir à ton histoire de première règle, tu sais, la ménarche qu'on appelle, imagine si toutes les mamans étaient éduquées par rapport à ça, puis savaient comment accompagner leur fille là-dedans, à quel point, puis on préparait une cérémonie, justement, pour montrer à quel point c'est beau, puis qu'elle devient une femme, tu sais, puis c'est des rituels qu'on n'a pas du tout dans la société, tout est caché, c'est tabou, comme tu as dit, puis même moi, c'est la même histoire, là, tu sais, je me cachais, je trouvais ça dégueulasse, puis tu sais, c'est vraiment triste quand on y repense. Là, j'ai une petite fille de 3 ans, puis c'est certain que, mon Dieu, j'ai tellement fêté ça qu'elle va avoir ses règles, puis on va faire un gros party, puis, tu sais, un cercle de femmes, justement, avec ses amis, puis, tu sais, je veux vraiment qu'elle voit ça comme un don, tu sais, dans quelque sorte, un cadeau de la vie, de pouvoir saigner, puis avoir un cycle menstruel, puis passer à travers toutes les étapes qu'on va parler aujourd'hui, là. Ouais. Puis je pense aussi, moi, j'ai été dans une école secondaire juste de filles. Oui, moi aussi. Oui, c'est ça. Oui. Fait, au fur et à mesure que je grandissais et que j'ai essayé au fil des années,
c'est surtout avec elle que j'ai appris que les règles, ben, tout le monde en avait. Puis c'était rendu un point, genre en secondaire 3-4, que les filles étaient juste en classe, puis on pouvait dire comme qui a un tampon, qui a une serviette. Puis là, après ça, on s'aidait ensemble, puis après ça, on pouvait s'en parler, tu sais. Donc, c'est un peu vraiment... C'est venu m'aider à être plus à l'aise avec le fait que j'avais mes règles, mais il y avait tellement de choses. Puis c'est juste tout récemment, justement, je sais qu'on va en parler dans quelques minutes, mais c'est tout récemment, justement, que j'ai entendu parler des 4 phases du cycle menstruel. Donc, j'étais au courant que, naturellement, nos hormones fluctuaient selon la période du mois dans laquelle on était, mais le fait qu'il y avait des noms à ces périodes... Ben, naturellement, il y avait à avoir des noms. Mais mettons plus qui entouraient les périodes, toutes les subtilités qui viennent autour. Comment est-ce que on a certaines parties du cerveau, je pense, qui sont plus actives ou qu'on a plus de facilité dans certains domaines, comment on mange d'autres choses pour optimiser justement notre santé. Ce qui m'amène à ma question justement du sujet principal aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les 4 phases du cycle menstruel? Avec plaisir. On va essayer de démystifier ça au maximum. Je te propose qu'on prenne ça phase par phase, justement, puis qu'on creuse chaque phase à la fois. Puis, justement, ça va faire du sens à la fin. Absolument. Donc, commençons par la phase menstruelle, justement, qui est du jour 1 de vos règles, donc le jour où le flux commence, les règles commencent de façon la plus abondante. Donc, si vous avez un petit peu de spotting avant, on compte pas ça comme notre jour 1. C'est vraiment le jour où le flux commence de façon plus franche. Ensuite, donc, cette phase-là va s'étendre, tu sais, c'est très... la durée des phases est très lousse, dans un sens, parce que... par exemple, certaines femmes vont saigner pendant 2-3 jours, d'autres femmes pendant 7-8. Tu sais, donc, énergétiquement, en fait, on est dans cette phase-là pendant, disons, environ 5 jours, tu sais, si on peut faire une moyenne. Donc, durant ces 5 premiers jours-là du cycle, qu'est-ce qui se passe dans le corps, premièrement, physiologiquement? C'est que nos hormones, œstrogène, progestérone, testostérone, sont au plus bas. Donc, il y a vraiment une chute hormonale, on est un petit peu à plat. Ce qui provoque, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça provoque une communication vraiment très équilibrée entre l'hémisphère gauche et droit du cerveau. Et c'est ça qui nous rend un peu plus intuitifs. On voit plus clair si on prend le temps de s'arrêter naturellement, parce que si on continue la vie, puis tu sais, on prend pas le temps de s'arrêter, on passe à côté de ces cadeaux-là. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, on a vraiment, d'habitude, justement, une vision plus claire de où est-ce qu'on est dans la vie, qu'est-ce qu'on veut. On peut faire, c'est une bonne période pour faire, par exemple, le point sur le mois d'avant. Puis se dire, OK, donc là, je suis rendue là, qu'est-ce que je veux pour le mois suivant? Donc, il y a vraiment une grande intuition. Donc, c'est vraiment le temps pour arrêter le plus possible, relaxer. C'est une phase de repos, en fait. Le corps veut se reposer. C'est une phase de régénération. C'est un peu comme notre hiver intérieur. Tu sais, l'hiver, bon, dans notre société, on continue aussi vite, hein, toute l'année, on s'arrête jamais, mais l'hiver, tu sais, c'est fait pour relaxer, c'est fait pour arrêter un peu plus la nature, hein, tout est calme, il y a la neige, les arbres sont au repos, la vie est là, mais elle est plus lente, tu sais, plus cachée dans un sens. Fait que si on prend cette métaphore-là de l'hiver qu'on a en nous, donc c'est un temps vraiment pour se déposer, faire le point. On a une belle capacité aussi à analyser justement ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut continuer dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut relâcher. Donc, c'est un peu une phase de ménage aussi, on pourrait dire. Mais du ménage, c'est un peu de façon très rationnelle. Au niveau peut-être de l'alimentation, on peut parler. Oui. Donc, c'est une phase où le corps dépense en fait beaucoup d'énergie à saigner. On perd en fait beaucoup de nutriments par le sang, dont du magnésium, du zinc, du sélénium, toutes sortes de vitamines aussi et des protéines. Et on a besoin de vraiment refaire nos stocks de ces nutriments-là pendant cette phase-là. Puis vu que il y a un petit peu d'inflammation, tu sais, naturellement qui est créée, parce que l'endomètre est en train de s'enlever du corps, de se détruire, de s'auto-détruire lui-même.
C'est ça. Donc, on a besoin... Il y a un petit peu d'inflammation qui est créée avec ça. Donc, on veut avoir des aliments qui sont anti-inflammatoires. Fait que quelque chose qui est vraiment bon, par exemple, à intégrer dans cette phase-là serait, surtout si on a des crampes, en fait, là, ça serait, par exemple, du curcuma ou des laits d'or, tu sais, au quotidien. On peut même commencer un petit peu avant que les règles commencent, tu sais, dans notre phase lutéale, dont on va parler tantôt, quelques jours avant, pour vraiment préparer le corps à diminuer son inflammation. Ou des tisanes de gingembre. C'est déjà là, c'est vraiment bon d'instaurer ça. Puis il y a même des études qui ont montré que les tisanes de gingembre qui sont commencées en phase lutéale, donc pendant les SPM, là, disons, sont aussi efficaces que de prendre des Advil si on a des crampes pendant les règles. Donc, mettez-vous au gingembre, au curcuma, mettez du gingembre dans votre lait d'or, par exemple, c'est vraiment super, puis c'est tellement à portée de main, c'est facile à faire. Puis, vu que l'inflammation, puis le corps travaille fort, on veut pas donner plus de travail au corps pour digérer. Puis, tu sais, la digestion, ça prend énormément d'énergie au corps. Donc, on veut vraiment lui donner des choses qui sont faciles à digérer, des soupes, des potages, des ragoûts, des choses très, tu sais, des dalles, tu sais, en cuisine indienne, ça peut être facile à digérer, riz, lentilles, tu sais, ou une viande, un poisson, un saumon gras qui est anti-inflammatoire, avec un petit grain, un quinoa, puis un petit légume. Donc, on veut pas trop faire de mélange non plus. C'est pas le temps de faire nos Pokéballs avec 18 couleurs, tu sais. C'est très beau, là, mais le corps va avoir plus du mal à digérer tout ça. Donc, on veut garder ça simple, anti-inflammatoire, facile à digérer, puis le corps devrait être content. Puis en tant que tel, en termes, parce que je sais souvent aussi qu'il y a un autre sujet qui revient, c'est l'exercice. Oui. Est-ce que... Parce que j'ai entendu quelque part que l'exercice peut aider contre les crampes. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait du mouvement. Souvent, quand on a des crampes, c'est qu'il y a une congestion aussi au niveau du bassin, de l'utérus. Donc, on veut créer un mouvement. On veut pas rester statique. Tu sais, c'est une phase de repos, oui, mais on veut pas se mettre juste à être dans notre lit ou assis sur une chaise là, pendant 5 jours. Donc, c'est très bon de faire des mouvements qui partent du bassin, par exemple. Tu sais, même la danse du ventre, tu sais, douce, des rotations du bassin, mais tout ce qui est aussi yoga, tu sais, vraiment pelvien, des flexions avant, la pince avant, anulomobilité, il y a toutes sortes de postures de yoga qu'on peut faire, les jambes en diamant, puis tu sais, on dépose le corps par-dessus. Tout ce qui va, en fait, ouvrir les hanches et relaxer le dos, le bassin, puis tu sais, créer vraiment une ouverture des hanches ou une flexion avant va dénouer la congestion du bassin avec des torsions aussi, des torsions douces de gauche à droite, ça peut être au sol ou assis ou même debout. Alors tout ça, oui, ça va créer du mouvement, puis ça peut aider beaucoup les crampes. Puis sinon, tu sais, autre type d'exercice, ça peut être des exercices avec moins d'impact, comme du pilates, justement, ou tu sais, toutes sortes de yoga, mais c'est peut-être pas le temps de faire, tu sais, votre yoga Bikram, là, à 50 degrés, ou Vinyasa super intense, tu sais, fait que plus du yoga un peu plus doux, Hatha, un petit Vinyasa tout doux, de la marche, tu sais, aller marcher en nature, c'est excellent. Donc, on veut réduire les impacts, respecter le niveau d'énergie du corps, pour pas créer, en fait, plus d'inflammation. Hein. C'est pas le temps de non plus faire nos hits, notre CrossFit, non, c'est ça. Donc, je pense pas que ça nous tente vraiment de faire du CrossFit quand on a nos règles. C'est ça. Mais j'ai des clientes que oui, puis tu sais, ça fonctionne, mais elles se respectent quand même. Donc, il faut vraiment voir d'où est-ce qu'on part. Est-ce qu'on est une athlète, tu sais, depuis des années? C'est ça, tu sais. Donc, il y a une adaptation du corps qui se fait au fil des années. Tu sais, si on est habitué, ça va être différent. Mais c'est pas le temps de commencer une nouvelle activité qu'on sait pas puis qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Fait que là, le corps va être comme... Il se sentira pas respecté, là. Non, je comprends. Ouais. Puis sinon, en termes de crampes, est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner autres que le gingembre, le lait d'or et tout ça pour les diminuer? Oui, bien tout ce qui est anti-inflammatoire, comme les oméga 3, on peut en prendre en supplément. Souvent, c'est qu'on va pas en prendre assez. Je donne l'exemple typique, là, c'est la femme qui dit « Ah, je me suis acheté des oméga 3 au Costco. » Tu sais, la marque Kirkland, la grosse bouteille. Je prends une gélule par jour, mais ça marche pas, tu sais.
Mais ça, je peux vous dire, c'est pas la meilleure compagnie au monde. La qualité est super importante, surtout pour vos huiles de poisson. Et 2, la quantité n'est pas assez grande. Donc, il faut vraiment aller plus vers du 2000, 3000 mg EPA/DHA par jour, peut-être même 4000. Je préfère le conseiller souvent en liquide, en fait. C'est plus facile. Dans une cuillerée à thé de liquide, on a l'équivalent de comme 4 gélules, tu sais. Donc, c'est plus facile à prendre. C'est comme, OK, une petite gorgée, puis c'est fait. Mais sinon, tout ce qui est antioxydant aussi. Donc, tout ce qui est antioxydant va réduire le stress oxydatif, donc l'inflammation. Alors, ce qui est antioxydant, ça va être tous nos fruits et légumes colorés, les petits fruits, le chocolat noir, le cacao. Et en passant, le cacao est très riche en magnésium qui va aussi réduire les crampes. Ça va aider à relaxer les muscles lisses de l'utérus. Donc, magnésium, c'est très bon. On a beaucoup de magnésium aussi dans les amandes, par exemple, ou les légumes verts feuillus. C'est brocoli, kale, épinards, roquettes, etc. Donc, ça, c'est des bons aliments aussi à intégrer. Puis toutes les épices, épices, encore une fois, style indien, là, curry avec du curcuma, cannelle, cardamome, style chai aussi. C'est bon. Ouais. J'adore le chai. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est l'hiver. Énergétiquement, on est dans l'hiver. Fait que c'est bon aussi de prendre des choses qui sont réchauffantes, de manger chaud. Alors, si on mange plein de salades à ce moment-là, dans cette phase-là, le corps non plus, il va mal réagir probablement parce que c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin des choses réconfortantes qui nous ground et qui vont réchauffer l'utérus. Donc, je suis pas spécialiste en médecine chinoise, mais tout acupuncteur va le dire qu'il faut vraiment réchauffer l'utérus à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on propose souvent la bouillotte chaude aussi, tu sais, si on a des crampes pendant les règles, sur le foie aussi. Donc, même dans le bas du dos. Fait que la chaleur va beaucoup aider, de garder les pieds chauds aussi, mettre des gros bas, des pantoufles, peut-être pas en été, mais bon, c'est de pas avoir les pieds froids, en tout cas, c'est important. Prendre des bains chauds, au sel d'Epsom aussi, mettre une tasse de sel d'Epsom dans son bain, qui est très riche en magnésium, qui va détendre les muscles lisses aussi, détendre les crampes, créer du mouvement, comme on a dit. Donc, c'est pour la base, si vous essayez ça, puis il y a encore des crampes, là, il faut aller plus spécifiquement, là, voir qu'est-ce qui se passe de plus sérieux. Oui, c'est super intéressant, honnêtement. En passant, je vais faire une liste de tout ce que tu viens de dire avec les trucs de santé, les trucs pour les crampes et tout ça, avec les différentes phases, probablement soit dans la description ou sur mon blog. Merveilleux. À voir, mais ça va être mis quelque part, for sure. Super. Donc là, on vient de parler de la phase menstruelle. Quelle est la prochaine phase dans laquelle on tombe une fois qu'on a fini nos règles? Oui. Donc, on va l'appeler la phase folliculaire. C'est notre printemps. Donc, après l'hiver vient le printemps. La phase menstruelle est quand même dans la phase folliculaire, mais bon, la deuxième, on va l'appeler simplement folliculaire aussi. Donc, cette phase-là c'est celle-là qui varie, en fait, le plus quand vos cycles varient. Disons que vous avez un cycle de 25 jours, l'autre de 35 ou de 40. C'est vraiment la phase folliculaire qui va varier en longueur. Si les cycles raccourcissent, c'est vraiment celle-là qui va se raccourcir aussi. Donc, au printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps du renouveau. Énergétiquement, c'est la même chose dans notre corps. Donc, c'est le temps de vraiment apprendre des nouvelles choses. Les hormones commencent à remonter. Les oestrogènes remontent tranquillement. Il y a des signaux de l'hypophyse, des préhormones qui donnent le message aux ovaires de produire plus d'oestrogènes graduellement. Donc là, c'est comme une renaissance, en fait. Le petit bourgeon là, qui éclot, là, il est comme « Ah, je revois le soleil! » Merci. Et fait que, au niveau cérébral, mental, on a, l'humeur peut être meilleure, peut-être. On a de plus en plus de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. On se sent juste calme et heureux quand on a des bons taux de sérotonine, parce que c'est relié au taux d'œstrogène. Donc, des fois, quand nos taux sont bas pendant les règles, la sérotonine va être plus basse. Donc là, notre sérotonine remonte, notre dopamine aussi, qui est l'hormone de la motivation, du focus. Puis en plus, notre testo aussi va graduellement remonter. Donc encore plus de drive, de motivation pour faire les choses du quotidien.
Au printemps, on veut manger pour soutenir tout ça, soutenir la montée des oestrogènes. Ce qui est utile, c'est de manger des choses encore, un peu plus variées cette fois-ci, un peu plus colorées, justement. Donc là, c'est le temps de sortir nos Pokéballs avec 18 couleurs. Vraiment, comme plus, le corps est plus apte à bien digérer quelque chose qui est un peu plus complexe à digérer. La digestion est plus facile aussi quand on a plus d'œstrogènes, moins d'inflammation. Fait que c'est vraiment une phase où là, on renaît et notre créativité vient avec tout ça. On veut apprendre des nouvelles choses. C'est le temps de justement écouter des nouveaux podcasts, essayer des nouvelles recettes. Il y a vraiment une curiosité qui s'installe à cause de la montée des oestrogènes. C'est vraiment la phase de la jeune fille aussi qu'on l'appelle. La première phase menstruelle, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'était la phase plus de la femme sage, okay. De la grand-mère, qui est plus au repos, qui reçoit l'information. Maintenant, la phase de la jeune fille, c'est complètement autre chose. On sort de cette sagesse-là, si on peut dire, mais ce qui est beau, c'est que le cycle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc on peut toujours apporter la sagesse qu'on a eue de la première phase à la deuxième, à la troisième, puis ça continue et ça se bâtit. Donc c'est ça, c'est une phase où on veut manger plus léger, un peu plus cru, justement, sans juste manger tout cru, là, on veut quand même avoir de l'équilibre là-dedans, mais c'est ça, donc plus de couleurs, plus de fibres aussi qui va graduellement soutenir le métabolisme des oestrogènes. Et ça va être d'autant plus important dans la phase suivante, là, l'ovulation, on va en parler. Mais on peut commencer à introduire plus de choux, brocolis, roquettes, choux de Bruxelles, choux-fleurs, toute la famille des choux qui ont des composés qui s'appellent les sulforaphanes, qui aident à la détoxification des mauvais oestrogènes, des xénoestrogènes par le foie. Donc ça, c'est des super aliments, amis des femmes, amis des hormones, que toutes les femmes devraient consommer là, au courant du mois, mais surtout pendant cette phase-là et pendant l'ovulation. Okay. Puis tu as parlé de faux estrogènes. Oui. C'est quoi en tant que tel? J'ai jamais entendu ça. Oui, donc c'est plus des xénoestrogènes. Donc ça va être des molécules dans l'environnement qui sont présents partout. On peut pas les éviter. Il y en a partout. Ils sont dans l'air qu'on respire. Ils sont dans les tissus, malheureusement, de nos vêtements. Ils sont dans les tissus des meubles, dans les plastiques, les Tupperware qu'on achète, qu'on met nos aliments dedans, la coupe de café qu'on achète au Starbucks. Malheureusement, c'est ça. Il y en a partout. Et surtout dans tous nos produits corporels en tant que femme. La femme met environ, si on porte pas attention aux produits là, qu'on prend, on met en moyenne 126 produits chimiques sur notre peau, sur notre corps par jour. C'est énorme. C'est énorme. Puis ça, c'est toutes des molécules qui n'existaient pas dans les années 50. Nos grands-parents, ils connaissaient pas ça, là, il n'y avait pas ça. Ils ont tous été inventés, découverts, mis en circulation depuis à peu près 75 ans, 80 ans. Fait que c'est tout nouveau pour notre corps. Notre corps il reconnaît pas ces molécules-là. C'est toutes des toxines en quelque sorte, puis ça occupe beaucoup notre foie pour métaboliser tout ça, pour essayer de les désamorcer, détruire la molécule pour la rendre pas toxique et les excréter dans nos selles par la bile. Donc, pour revenir aux xénoestrogènes, ça en fait partie de ces molécules-là. Et les xénoestrogènes, ça va être des molécules qui vont imiter, vraiment, qui vont prendre la place des récepteurs à œstrogènes dans notre corps. Et toutes les cellules de notre corps ont des récepteurs à œstrogènes. Les œstrogènes ont un effet sur toutes les cellules de notre corps. Okay. Donc, la peau, tous les organes, les yeux, le cœur, les intestins, les neurotransmetteurs dans le cerveau, toutes nos cellules réagissent ou sont impactées, dans le fond, par nos taux d'œstrogènes. Donc, ces petites molécules-là, ils viennent prendre la place des récepteurs à nos vrais œstrogènes. Puis, en fait, si c'est des bons xénoestrogènes comme ce qu'on appelle les phytoœstrogènes, donc qui viennent des plantes, ceux-là peuvent venir aider à réguler nos oestrogènes.
Donc, ça peut être bon dans certains cas d'avoir des phytoestrogènes, surtout dans la phase justement folliculaire, le printemps et l'été, l'ovulation. Donc, ça aide à réguler justement nos taux d'œstrogène. Donc, c'est bon. On a très peur, tu sais, par exemple, du soya, tu sais, tout ce qui est pois chiches. Il y en a un petit peu partout, là, des phytoestrogènes, mais c'est surtout le soya, les graines de lin, les pois chiches, les lentilles. C'est des aliments végétaux comme ça qui en ont beaucoup. Et, tu sais, on a une grande peur du soya dans notre société, mais c'est vraiment, il faut démystifier ça vraiment. Ça peut être bon pour nous. L'important, c'est qu'on ne prenne pas du soya qui est transformé. Donc, pas de fausses saucisses, tu sais, véganes, tous les produits véganes, en fait. C'est vraiment ça, transformé, là, qui prennent des poudres de soya OGM, tu sais, ou pas, là. C'est vraiment ça qui va venir perturber nos hormones. Mais du vrai soya, surtout fermenté, en fait, comme dans le tempeh, la sauce soya, le tamari. Puis il y a le natto, qui est un produit de soya fermenté là, que les Japonaises consomment bien, mais ici, c'est moins populaire. Ou le miso, qu'on connaît plus. Donc ça, c'est excellent pour notre équilibre hormonal. Peut-être moins pour les hommes, pour les enfants et les femmes ménopausées qui ont moins de taux d'œstrogène qui sont stables, qui sont, en fait, leurs taux d'œstrogène sont naturellement plus bas. Mais pour les femmes qui ont un cycle, ça peut être bon pour réguler. Alors, si on revient, je m'éparpille un peu, je m'excuse. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas intéressant. Alors, fait que ces phytoestrogènes-là, ils viennent prendre la place des récepteurs et peuvent équilibrer nos hormones. Mais là, il y a les xénoestrogènes qui sont plus dans des choses un peu plus toxiques, les plastiques et tout, les BPA, les produits chimiques, les crèmes, les shampoings, les déodorants, tous les produits chimiques qu'on prend. Ça peut vraiment déréguler notre système hormonal complètement. Fait que ça peut nous amener en dominance œstrogène, qu'on appelle. Donc là, ils ont une action beaucoup trop forte, en fait. Ils prennent la place des récepteurs, puis là, ils font comme... Ils sont trop actifs. Fait que ça, il faut les réduire au maximum pour prendre soin de notre santé hormonale. Par le biais de manger des choux. Oui, ça peut aider tout à fait. Oui, avec les détoxifications et tout ça. Totalement. Donc, tout ce qui va aider le foie, comme les choux, comme on a mentionné, tu sais, le chardon-marie, mais tu sais, il y a des choses plus spécifiques aussi pour les oestrogènes. Mais premièrement, ça serait vraiment de les éliminer le plus possible de notre environnement en prenant des produits, tu sais, ménagers, les plus naturels possibles, les crèmes, les shampoings, là, tous les produits, les parfums, tout ça, essayer d'éviter ça. Fait que prendre des produits naturels, déjà là, on va s'enlever comme à peu près 126 éléments chimiques qui rentrent dans notre peau, dans notre circulation sanguine. Fait que ça, c'est déjà le premier début. Puis après ça, oui, ça serait d'aller travailler sur notre foie, notre bile et nos intestins pour s'assurer que le corps les excrète bien. Puis en termes d'exercice, cette fois-ci, pour la phase lutéale? Folliculaire. C'est la seule que je me suis dans lutéale. La phase folliculaire, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice justement pendant cette phase-là? Oui, fait comme on disait tantôt, c'est la phase où le cerveau il est le plus créatif, tu sais, puis curieux aussi. Fait que c'est vraiment le temps d'aller découvrir des nouveaux exercices. On va avoir une bonne coordination à ce moment-là de notre cycle. Donc, on peut faire des choses un petit peu plus difficiles dans la coordination, un petit peu plus intenses. Fait qu'on veut vraiment suivre, tu sais, si vous pouviez imaginer votre courbe d'œstrogène qui monte, dans le fond, puis allez l'imaginer en la ressentant dans votre corps. Mettez-la pas sur papier, dans le sens, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui est vraiment unique à chacune. Donc, on veut aller la ressentir. Tu sais, à chaque matin, vous vous levez, puis c'est quoi mon niveau d'énergie? Comment je me sens? À quel point je me sens justement hors de mon hiver et à quel point mon printemps est installé? Puis là, on va y aller avec ça, justement. Donc, on augmente l'intensité avec, tu sais, la courbe des oestrogènes qui augmente graduellement. Alors, un peu plus d'intensité, donc ça veut dire peut-être un peu plus de cardio. Ça peut être aussi de la musculation, si on aime ça. C'est une phase, en fait, avec la phase de l'été ovulatoire où il y a le plus de synthèse musculaire. Alors, c'est quand même le temps de faire de la musculation. C'est ça. Fait que, puis, si on rentre dans ça, on peut rentrer aussi là-dedans dans l'équilibre glycémique. Notre corps est plus sensible à l'insuline à ce moment-là. Donc, il est plus capable de bien gérer sa glycémie
même si on mange moins de glucides et, tu sais, si notre alimentation est un petit peu moins régulée, c'est pas un conseil que je vous donne, là, mais le corps va être plus capable de le supporter, tu sais, de supporter moins de glucides, en fait, puis un peu plus de protéines, puis de gras. Puis, fait que c'est ça. Donc, on peut, puis il est plus efficace aussi à utiliser les glucides pendant l'exercice. Fait que l'intensité, là, tu sais, notre capacité à supporter l'intensité va être plus grande. Notre performance, d'habitude, est meilleure aussi. Nos taux de cortisol aussi de base sont moins élevés. Donc, on peut s'en demander un peu plus, tu sais, vu que notre baseline est moins haut comparativement à la phase lutéale. On peut donc supporter un peu plus de stress, tu sais, par l'exercice, par exemple. Okay. Donc, tu sais, on peut essayer, c'est le temps de commencer à essayer, tu sais, un cours de HIIT ou de CrossFit, mais tout en respectant ses niveaux d'énergie. Parce que le défi aussi de cette phase-là, c'est justement de ne pas repartir trop vite, hein, après notre hiver. Parce qu'on peut, le risque de trop s'épuiser rapidement aussi. Ouais. Puis, donc, après cette phase-là, on tombe dans la phase... de l'été. De l'été. Ovulatoire. Ovulatoire. Oui, c'est la phase d'ovulation. C'est là que l'œuf, tu sais, est libéré par les ovaires avec la montée d'hormones LH, qu'on appelle l'hormone lutéinisante, qui va donner le message à l'ovaire de libérer l'ovule. Alors, on ovule, c'est vraiment notre été, en fait. C'est ça. Tu sais, je veux pas dire que c'est la meilleure phase parce que c'est pas nécessairement ça. Tu sais, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même des règles générales. Puis toutes les femmes ne vont pas ressentir leur phase comme ça. Des fois, les femmes ne se sentent pas bien pendant l'ovulation. Puis c'est pas normal, mais c'est correct, tu sais. Il y a des choses à faire pour ça, puis c'est votre corps qui vous parle. Donc, d'habitude, c'est quand même une phase où on se sent très énergique, très social. On a envie de parler, de bien communiquer, justement. Nos aptitudes sociales sont meilleures. On a plus de tact. On est plus capable de prendre, tu sais, on a plus de résilience face au stress. Mais on est plus diplomate. C'est le mot que je cherchais. On a plus de diplomatie. Donc, c'est le moment d'avoir les conversations difficiles avec son chum, son boss, ses amis, tout ça. Fait qu'on se sent un peu plus confiante d'habitude parce qu'on a aussi plus de testostérone. Donc, c'est l'été, comme on disait, puis là, c'est vraiment le temps d'avoir beaucoup de couleurs dans son alimentation, plus de cru, sans juste manger cru, hein, comme toujours, là, oui, mais c'est ça, on veut quand même plus de variété, peut-être. Fait que c'est ça, dans nos aptitudes sociales, tu sais, ou interpersonnelles, c'est vraiment le meilleur qu'on peut avoir d'habitude dans notre cycle. Des fois, il y a des femmes qui ont des douleurs ovulatoires. C'est assez fréquent chez à peu près 15% des femmes. On appelle ça le Mittelschmerz. Excusez mon allemand. Donc, c'est un long mot qui veut dire douleur de mi-cycle. Donc, c'est ça. C'est causé, en fait, par l'inflammation. Donc, on veut travailler aussi sur l'inflammation à ce moment-là. Il y a des petites choses qu'on peut faire en naturopathie. Des fois, il va y avoir des segments aussi au niveau du spotting, tu sais, au moment de l'ovulation. C'est normal aussi. Mais des fois, c'est même un signe de fertilité, en fait. OK. Fait que c'est quelque chose de bon. Fait que c'est aussi le moment, j'en ai pas parlé, mais où on voit le plus de glaire, hein? C'est un peu comme notre sperme, hein? C'est notre élixir de vie. Puis c'est là où on va avoir le plus de glaire, où elle va être la plus fertile, elle va être élastique, elle va être plus transparente, il va en avoir en plus grande quantité. Puis ça, c'est un signe que les oestrogènes sont vraiment là. Dans la phase du printemps, souvent, on va avoir une gradation aussi de la glaire. Ça va commencer peut-être à quelques jours après les règles. Après ça, ça va être un petit peu plus blanc, un petit peu plus croûté dans les culottes. Mais c'est ça, il faut en parler parce que c'est des choses qu'on sait pas. Puis si on l'apprend à 40 ans, ben on se dit, pourquoi j'ai pas su ça avant? T'sais? Ben c'est ça. Puis c'est surtout normal. Je veux dire, toutes les femmes ont ça. Donc, Exactement. C'est très santé, c'est très sain d'avoir ça. Donc voilà, ça va commencer à être un petit peu plus petit en quantité, plus opaque, puis
plus les oestrogènes vont augmenter, plus cette glaire-là va être hydratée. C'est vraiment le rôle des oestrogènes, c'est d'hydrater la glaire et de la rendre plus abondante, plus liquide. Fait qu'à l'été, c'est vraiment là où, tu sais, on se sent un peu plus humide, la libido est à son meilleur aussi, l'énergie est super bonne, fait qu'au niveau de l'exercice, c'est là qu'on met le plus d'intensité, on peut faire des sprints à la course, mais tu sais, ça va toujours avec, selon où est-ce qu'on est dans la vie, là. Si on n'est pas un athlète, puis ça, c'est pas notre tasse de thé, là, ça, faire des sprints, ben, ça veut pas dire que vous devez le faire parce que vous ovulez, là, du tout. Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais ça serait le meilleur moment pour le faire, par exemple. Donc, c'est important de vraiment faire une gradation dans notre activité physique, notre alimentation, la manière qu'on vit en général, tu sais, pour optimiser nos hormones puis pour respecter notre physiologie féminine, en fait. Parce que si on le fait pas, en fait, ça va être détrimental à notre santé hormonale, puis on se demande après ça pourquoi on a plein de SPM, puis de troubles hormonaux, puis d'endométriose, puis de crampes. C'est parce qu'on se respecte pas du tout. Ouais. Faut apprendre justement, comme tu le dis en ce moment, puis je veux dire, juste s'éduquer sur le sujet comme on le fait en ce moment. Ouais. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'ensuite, on va pouvoir en parler avec d'autres personnes. Et justement, c'est fou comment... Tu sais, même moi, j'apprends des choses en ce moment que je savais pas. Et tout ce que tu me dis... je réalise à quel point ça a du sens aussi par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que d'autres personnes vivent. Donc, c'est super intéressant. Mais par rapport à l'ovulation, en termes de jours, je sais que... Là, j'ai encore mélangé toutes les phases. Phase folliculaire, c'est celle qui est avant? Oui, le printemps. Okay, yes, je l'ai eu. Oui. Donc, la phase folliculaire, c'est elle qui va varier en termes de temps. Mais est-ce que l'ovulation, on peut mettre une estimation en termes de jours, admettons? Elle va durer environ 4-5 jours, peut-être. Ça va être peut-être 2-3 jours avant l'ovulation, puis 2 jours après. Okay. Tu sais, à peu près comme ça. Fait que si on garde vraiment le cycle typique de 28 jours, qui est une grande généralisation parce qu'il y a à peu près 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours puis qui ovulent au jour 14. Donc, c'est vraiment des guidelines de livres de médecins. Là, ils ont vraiment simplifié ça au maximum. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cycle parfait. Donc ça serait du jour à peu près 12 à 17 peut-être, dans ces eaux-là. Puis je sais plus si on en parle. La nourriture en tant que telle, est-ce que c'est un peu similaire à la phase folliculaire ou est-ce que ça va changer? J'ai oublié si on peut parler, excuse-moi. Oui, je l'ai dit rapidement, mais ça va être vraiment encore plus coloré, plus comme l'été, plus de fruits, beaucoup d'antioxydants. Et vu que c'est la phase, c'est là où nos oestrogènes sont au plus haut, on veut vraiment aider notre foie aussi, puis nos intestins à métaboliser les oestrogènes pour pas se retrouver en dominance d'oestrogène en phase lutéale. Alors, c'est là qu'on veut vraiment manger nos choux tous les jours. Oui, exact. Notre brocoli. Encore mieux, c'est les pousses de brocoli tous les jours. Il y a une petite pousse de brocoli, dans le fond. C'est comme manger un brocoli au complet. Wow, OK. Fait que c'est vraiment plus puissant. 2 bouchées de pousses de brocoli peuvent équivaloir à 50 brocolis. Là, donc, en termes de sulforaphane puis de quantité de principes actifs qui vont aider votre foie. Donc, on peut vraiment miser sur les choux. Ça, c'est vraiment un must. Il y a les graines de lin aussi que j'aime bien en phase folliculaire et ovulatoire. Les graines de lin moulues. Toujours moulues. On veut en prendre 1 à 2 cuillerées à soupe. Et c'est des phytoestrogènes, comme on disait. Donc, ça va aider à réguler nos oestrogènes. Ça va nous aider en périménopause si on est un peu plus en phase où on a moins d'oestrogènes ou beaucoup trop, justement. Donc, ça va venir réguler tout ça. Ou si on est on a l'endométriose ou toutes sortes de conditions spécifiques, ça peut aider à réguler nos oestrogènes, justement. Donc, encore là, on mise vraiment sur optimiser son foie, boire beaucoup d'eau. Tous les aliments amers vont aider le foie, les artichauts, les endives, les légumes verts qui sont amers aussi, des salades de pousses, de roquettes, d'épinards et tout. Ça va beaucoup aider le foie aussi. Les agrumes, le citron, la lime dans son eau. Le matin, c'est un classique, mais ça va bien aider le foie aussi. Les betteraves, les carottes, les framboises, tout ça, c'est des légumes, des fruits qui sont vraiment spécifiques à la détoxification des oestrogènes. Donc, ça va vraiment aider le foie. Puis, niveau intestin, c'est vraiment les graines de lin, en fait, qui travaillent plus au niveau des intestins, de l'estrobolome,
qui est une partie de notre microbiote. Donc, c'est des bactéries qui s'occupent de métaboliser les oestrogènes au niveau intestinal. Qu'on veut prendre soin de notre estrobolome aussi, avec nos graines de lin, par exemple, pour la détoxification des oestrogènes. OK, parfait. Donc là, on vient de clore la phase ovulatoire. C'est ça. Qui est notre été. C'est ça. Maintenant, il nous reste l'automne. Ouais. Où est-ce qu'on est dans l'automne? Oui, la mal-aimée. Oh ouais. La phase de l'automne, c'est ça qui est un petit peu la phase de la sorcière. Hein? Tu sais, là, c'est la femme sauvage qui sort, qui rentre, comme vous voulez. Mais dans le fond, comment j'aime la décrire, c'est que les oestrogènes, en fait, ils mettent un peu des lunettes roses à notre vie. Ils nous font voir un peu la vie en rose et, tu sais, il est beau notre chum finalement, il est pas si pire que ça. Donc, ils nous mettent vraiment des lunettes roses sur un peu de tout. Puis, avec la phase lutéale, ça s'en va, ces lunettes-là. Donc, on voit un petit peu plus ce qui est réel. On voit la vie de façon plus réelle. Donc, c'est vraiment un cadeau aussi, cette phase-là. Parce que là, on se voile plus la face, tu sais. On peut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et une partie par exemple, si une femme me dit qu'elle a beaucoup de SPM, il y a nécessairement une partie énergétique ou psychologique, ou émotionnelle ou psychosomatique, là, comme tu veux l'appeler, mais dans le sens où c'est quoi dans sa vie, qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir, justement, qu'est-ce qu'elle veut changer, mais qu'elle nie, en fait. Puis quand on veut nier une réalité qui est tellement présente en nous, dans nos guts, ben là, ça crée vraiment beaucoup de résistance et on va devenir irritable. Tu sais, il va y avoir la colère, on va être sur les nerfs tout le temps, à fleur de peau, on va pleurer facilement. Donc, tu sais, il y a ce côté-là aussi de quand on enlève nos lunettes roses, ben allez voir c'est quoi, tu sais, qui vous tracasse ou que vous aimez un peu moins dans votre vie pour aller justement l'adresser et faire les changements nécessaires, tu sais, graduellement. On a à peu près 500 cycles dans notre vie, donc on a le temps. C'est ça, on n'est pas obligé de faire ça dans un cycle, mais au fil des cycles, on peut avoir de plus en plus d'informations de cycle en cycle et puis avoir un petit peu plus de pièces de puzzle. Là, OK, c'est quoi réellement que moi je veux? C'est dans ma vérité à moi. Donc, ça, c'est la partie plus énergétique. Là, je résume, c'est sûr, mais pour les besoins de la cause. Mais voilà. Donc, ce qui se passe hormonalement, c'est que là, après la montée des oestrogènes dans notre été, il y a une chute abrupte des oestrogènes. Donc, il y a comme un ravin. Les oestrogènes, ils tombent de haut et ils vont graduellement remonter un petit peu, mais moins haut qu'ils étaient que pendant l'ovulation, ça c'est sûr. Et là, c'est la place, en fait, de la progestérone. Donc, suite à l'ovulation, le follicule qui a libéré l'ovule va devenir le corps jaune qu'on appelle. Et ça, c'est un organe qu'on crée à chaque mois. Okay. Le corps crée un organe, comme quand on est enceinte, on crée un placenta. Mais là, à chaque mois, on va créer un corpus luteum, ou corps jaune en latin, qui va sécréter la progestérone. Donc, c'est un organe qui est indépendant, dont son utilité, c'est vraiment de sécréter la progestérone. Alors, la progestérone, relativement à l'œstrogène, aux oestrogènes, dans la deuxième phase du cycle lutéal, elle est supposée de monter à peu près de 100 à 200 fois plus haut que les oestrogènes. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on est supposé de faire beaucoup, beaucoup de progestérone pour avoir ces effets calmants-là au niveau du système nerveux, du cerveau. Elle nous donne beaucoup de focus. Cette hormone-là, elle nous fait bien dormir. Puis tout ça dans le but, dans le fond, d'accueillir un potentiel fœtus, tu sais, un embryon, pour qu'il s'implante bien sur la paroi de l'endomètre. Elle va monter aussi notre température corporelle, justement, pour lui donner un petit nid tout chaud. Puis elle va monter même notre métabolisme. Donc, notre métabolisme augmente de 10 à 20% dans cette phase-là. On a plus faim, d'habitude, hein, puis c'est pour ça. Oui. Avec raison. Et notre sensibilité à l'insuline aussi, comme on parlait en première phase du cycle, elle est moins bonne. Donc, on va être plus résistante à l'insuline, c'est-à-dire qu'on va moins bien tolérer notre glycémie, tu sais, qu'elle soit moins stable dans la journée. Donc, on veut vraiment, vraiment
s'occuper de notre glycémie dans cette phase-là, mettre un accent de plus sur ça, c'est-à-dire d'avoir des repas le plus réguliers possible, de vraiment, si on a l'habitude de déjeuner tard ou de faire du jeûne intermittent, c'est vraiment pas le temps de le faire. S'il y a une phase qu'il faut pas le faire, c'est bien là. On veut déjeuner dans l'heure ou l'heure et demie gros maximum après le lever et manger un bon déjeuner riche en protéines, en bons gras et en fibres pour soutenir notre métabolisme, notre glycémie plutôt. Puis avoir aussi, tu sais, manger aux 3-4 heures maximum aussi dans la journée. Donc, prendre des collations si nécessaire, puis pas skipper non plus nos glucides, les bons glucides lents, les légumes racines, par exemple, les patates douces, le panais, la carotte, tout ça. Donc, des légumes un peu d'automne, en fait, parce qu'on est dans notre automne, hein? Oui, donc ça va super bien avec cette phase-là. Des potages de courges, justement, mais avec une belle protéine à côté aussi. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de changements physiologiques qui se passent dans cette phase-là. C'est la phase où on se sent souvent la plus débalancée parce que elle est un peu contre-intuitive dans le sens où, c'est surtout dans la culture des diètes, en fait, la plupart des femmes vont pas vouloir augmenter leurs calories, tu sais, ou manger plus de glucides le matin ou de protéines, tu sais, ou ils vont vouloir continuer leur routine un petit peu masculine tous les jours. Mais on peut pas, si on veut une belle harmonie hormonale, on peut pas faire les mêmes choses dans la première partie de notre cycle que dans la deuxième. C'est juste impossible. Le corps est pas pareil, il a pas les mêmes besoins, il sera pas content. Ben, c'est ça. Puis je remarque que c'est drôle, mais admettons, automne-hiver et naturellement printemps-été sont quand même assez proches en termes de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire comme sport, et etc. Donc, tout à fait, oui. Vraiment, tu sais, avec... il y a certaines petites différences, mais oui, c'est ça. Ils vont plus ensemble, les deux. Puis, au niveau de l'activité physique, c'est vraiment une phase où on va vouloir... en fait, on est plus apte à puiser dans nos gras. On fait une meilleure oxydation des gras par l'exercice. Donc, on est plus endurante dans cette phase-là. Donc, c'est vraiment pas le temps de faire de l'intensité. On va vraiment juste débalancer notre glycémie si on fait ça, puis on va pas se sentir bien, puis on va augmenter notre cortisol qui est déjà élevé, donc on va pas se sentir bien. Donc, c'est vraiment un temps où on veut faire plus d'endurance. Donc, si on est une coureuse, on va faire, tu sais, moins vite, low intensity, mais plus long. Si, tu sais, du pilates, encore une fois, du yoga, ça va être bien toléré. De la musculation, mais vraiment plus en endurance. Donc, peut-être un petit peu moins lourd, moins de poids, mais plus de répétitions, par exemple. Donc, c'est intéressant. Moi, je prends des notes de tout ça. Mais je voulais savoir parce que je pense qu'il y a des personnes probablement qui vont se poser la question comment est-ce qu'ils peuvent suivre leur cycle en tant que tel? Parce que là, on parle des phases, mais il faut savoir l'identifier. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je trouve que c'est une des choses, les premières choses qu'on devrait apprendre aux jeunes filles, c'est de comment suivre leur cycle, c'est certain. Fait que c'est sûr que si vous êtes sur la pilule contraceptive ou le stérilet, ça dépend du stérilet en fait, là, mais si vous êtes sur la patch ou l'anneau, quelque chose qui supprime votre cycle puis votre ovulation, ça sert à rien de suivre votre cycle. Donc, on veut vraiment avoir un cycle naturel pour le faire et ça prend il y a 2 moyens pour le faire. Puis le fait de les combiner, ces 2 moyens-là, c'est la façon la plus complète de suivre son cycle. Donc, la première, c'est de prendre sa température basale. Et la deuxième, c'est de suivre sa glaire cervicale, dont on a un petit peu parlé tantôt. Alors, en suivant ces 2 choses-là au quotidien, on arrive vraiment à avoir une belle représentation de où est-ce qu'on est dans notre cycle, est-ce qu'on a ovulé, quand est-ce qu'on va ovuler, quand est-ce qu'on va avoir nos règles, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, est-ce que notre thyroïde fonctionne bien. Il y a plein de choses qu'on peut voir avec ces 2 données-là. Alors, on peut les décortiquer un petit peu plus si tu veux. Donc, la température, est-ce que tu veux qu'on rentre là-dedans? Oui, vas-y. OK, génial. Donc, pour prendre sa température basale, on a 2 choix. Soit qu'on prend un thermomètre basal ordinaire, j'ose dire, à 2 chiffres après la virgule. Donc, ça va ressembler à un thermomètre de fièvre, mais la seule différence, c'est qu'il va avoir 2 chiffres après la virgule. Alors, cette température-là, avec ce thermomètre-là, on va vouloir la prendre la première chose
au lever. OK. Donc, dès qu'on se réveille, on commence pas à parler à son petit ami, on va pas aux toilettes, on veut vraiment, on a les yeux fermés encore, là, puis on va chercher son thermomètre, puis on le met dans la bouche. OK. Ça peut être aussi vaginal. On peut l'insérer de façon vaginale. Rectal aussi, mais j'ai jamais eu de cliente qui l'a essayé rectal. Mais c'est une bonne façon de le faire. Mais sinon, vaginal ou oral. Oral, donc on le fait sous la langue, hein, comme si on prenait la fièvre. Puis on ferme la bouche pendant tout le temps, jusqu'à temps que le thermomètre sonne. Et cette température-là est un petit peu plus longue à prendre. Donc, ça va sonner à peu près après 45 secondes, même peut-être 1 minute des fois. Donc, c'est un peu plus long. Il faut juste être patiente, attendre que ça sonne. Même chose pour vaginal. Donc, on insère le thermomètre et on attend que ça sonne. La température vaginale va être un petit peu plus chaude et d'habitude, avec mon expérience, ça donne des plus beaux graphiques quand on met les... C'est plus constant comme température que la bouche. Il peut avoir plus de... si on a un petit rhume, on ouvre la bouche, fait que ça va perturber un petit peu la température. Donc ça prend de la discipline quand même. Faut vraiment s'en souvenir à chaque matin. Puis, tu sais, des fois, on n'est pas réveillé encore, hein, puis on oublie, puis là, on va aux toilettes, puis OK, il faut que je prenne ma température. Fait que ça demande un petit peu de discipline. C'est pour ça que moi, j'utilise un Temp Drop, qui est un thermomètre, j'aurais pu te l'apporter, mais c'est un thermomètre axillaire. C'est un bandeau là, que je vais mettre au niveau de l'aisselle, et il y a une puce vraiment à l'intérieur. Je vais peser, puis je vais mettre ça le soir, en fait, avant de me coucher. Puis je l'allume le soir. Et en l'allumant, donc la puce va prendre ma température toute la nuit. Puis, donc, si vous vous inquiétez des ondes, là, tout ça, il n'y en a pas parce que je ferme mon téléphone. Tu sais, c'est vraiment une puce qui garde en mémoire. Donc, c'est vraiment un petit sensor, là, comme si vous avez une Oura Ring, là. Ouais, c'est ça, j'avais demandé. C'est un peu ça, là, ouais, c'est ça. Fait que la Oura, c'est un peu l'équivalent, mais ça va être moins chaud, hein. Le doigt, il est moins chaud que l'aisselle. Puis, on peut juste pas utiliser ces données-là, ces températures-là comme vraie température basale. Ça va nous faire un graphique. L'important, c'est de voir les différences entre les plateaux des températures. Donc, dans le fond, c'est que suite à l'ovulation, la température monte, hein, comme on disait, avec l'effet de la progestérone. Donc, c'est ça qu'on veut voir dans notre graphique. C'est pour ça qu'on prend notre température. C'est juste pour voir le moment où votre température va monter puis va se stabiliser dans un plateau haut, qu'on appelle. Donc, on va le voir avec la température axillaire ou doigtée du doigt. On va le voir, mais ça se peut que les températures soient plus basses qu'une température vaginale. Ça, c'est sûr. Là, ça va être interne, là, ça. Donc, ce qui est le fun avec le thermomètre, ça, ou la bague, c'est qu'on les porte, hein, puis ça nous donne... On oublie, c'est ça. Puis le matin, vous enlevez votre bracelet. Vous gardez votre bague d'habitude, mais vous pouvez juste connecter après ça. Vous ouvrez votre téléphone, vous mettez Bluetooth, puis là, ça connecte, c'est ça. Puis ça vous fait un graphique. Donc, ça, c'est la première façon de suivre notre cycle. Puis, comme je disais, c'est la différence entre les températures qu'on va voir qui va nous confirmer qu'on a ovulé. Donc, c'est vraiment ça que la température va nous dire. Ça va nous dire... Tu as ovulé ce mois-ci. Donc, yes. Tout va bien. Tout va bien, c'est ça. Donc, je peux attendre mes règles maintenant dans les... C'est d'habitude la longueur, on n'a pas parlé, là, mais la longueur de la phase lutéale est à peu près 12 jours en moyenne. On dit de 12 à 16 jours. C'est très rare que c'est 16 jours. J'ai presque jamais vu ça dans mes clientes. 16 jours, c'est extrêmement long, c'est très rare. 14, même, c'est long. Ça serait idéal, en fait, mais c'est très rare. La plupart des femmes que je vois, c'est entre 9 et 12 jours, la phase lutéale. Puis ça, c'est parce qu'on est un petit peu toutes en déficience ou en insuffisance lutéale. Donc, on fait pas assez de progestérone, d'habitude. Dû à un paquet de facteurs, là, mais la première cause, c'est le stress. Ça m'étonne pas. C'est ça. Le cortisol va directement prendre ce que le corps a besoin pour fabriquer sa progestérone. Donc voilà, c'est ça. Fait qu'on prend la température au début, puis il faut juste garder en tête aussi que si on a un rhume, si on fait de la fièvre, si on se couche plus tard le soir, on fait plus d'insomnie, on boit de l'alcool aussi, ça va tout perturber notre température basale le lendemain. Donc on a juste à le noter dans notre graphique, puis tu sais, on verra si ça fait un petit pic, là, puis on se dit, OK, on a juste à le barrer, puis on continue. Exact. Puis tu disais que, donc, il y a la méthode basale.
c'est ça? Puis, ça combine avec le calendrier. Donc, j'imagine que c'est noté, justement, ta température, puis ensuite, tu regardes les variations là-dedans. Mais tu as parlé, justement, du cortisol. Ouais. Et sur TikTok, my God, j'en vois partout des signes que tu as un cortisol qui est trop élevé, mais on ne donne jamais de conseils sur comment baisser notre cortisol. Il y a tellement de façons, mon Dieu. OK, admettons ton top 3 de manière dont on peut baisser notre cortisol en général. Wow, top 3, c'est une super question, ça, j'adore. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est je régule mon système nerveux. Ça, c'est mon activité principale, c'est de réguler mon système nerveux parce que j'ai tellement eu d'effets secondaires nocifs dus au cortisol dans ma vie que j'en veux plus. Puis en ce moment, je me dis, j'en veux plus de cortisol dans ma vie. Il y en a toujours, là, c'est nécessaire. Mais je veux dire, je veux plus avoir un système nerveux dérégulé. Donc, pour moi, c'est un travail qui est quotidien. Puis, ça va de techniques, plus psychologiques, je pourrais dire, dans le sens où juste de mettre nos limites au quotidien, ça peut faire baisser notre cortisol. OK. D'apprendre justement à mettre nos limites de façon claire, d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à se connaître, tout simplement. Ça aide à réguler notre cortisol parce que sinon, on se sent toujours un peu victime de notre vie puis barouetté de gauche à droite, tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important, surtout en tant que femme dans la société. Je trouve que les générations plus jeunes, je trouve qu'ils sont vraiment bonnes pour ça, meilleures que dans peut-être mon temps. Là. Bon, je suis pas si bien que ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux de ce côté-là. Les femmes s'affirment de plus en plus, ils se connaissent aussi de plus en plus. Donc, tout ça, ça va avoir un impact, justement, sur le cortisol. Ensuite, une de mes techniques préférées, en fait, ça va être vraiment le breathwork pour moi. J'adore la respiration, toutes les sortes de pranayama, breathwork. C'est très, très, très puissant pour réguler notre système nerveux, dans le sens où ça va désactiver notre système sympathique, qui est notre système de lutte ou fuite, fight or flight, tu sais, qu'on appelle. Et ça va activer notre parasympathique via le nerf vague. Le nerf vague, c'est vraiment le grand nerf qui traverse tout notre corps, qui est relié à notre utérus beaucoup, mais qui va activer le parasympathique. Donc, la respiration, c'est la façon la plus rapide de réguler son cortisol, de désactiver le sympathique, puis d'activer le parasympathique. Donc, il y a des études qui ont montré que juste 1 minute de respiration consciente où on inspire en 4 secondes ou 4 battements cardiaques et on expire en 6 va activer le parasympathique puis réduire le cortisol. Donc, 1 minute de ça, c'est 6 respirations de 10 secondes. T'sais. Donc, c'est très rapide. On peut le faire n'importe où dans notre journée, en conduisant. Vraiment, moi, je le fais continuellement. Donc, la respiration consciente. Ça fait des années que je pratique le pranayama aussi, donc des techniques plus traditionnelles, yogiques de respiration, de contrôle du souffle. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, Kapalabhati, par exemple, la respiration de feu, ou Anuloma Viloma, qui est la respiration alternée. Mais j'aime aussi énormément le breathwork qui est plus moderne, où là, c'est une hyperventilation contrôlée, consciente du souffle. Donc, on va hyperventiler, on va apporter plus d'oxygène au cerveau, à tout le sang, dans le fond, dans le corps, et on va faire sortir le CO2 du corps. Puis ça, de façon consciente. Puis après ça, on va réguler le tout avec des rétentions du souffle. Donc, ça se fait par la bouche aussi, tandis que le pranayama se fait par le nez entièrement. C'est un peu ça la différence, là, on peut... Je pourrais en parler aussi pendant un autre podcast, là, mais j'adore la c'est un bon sujet pour un prochain épisode, potentiellement. Là, parce qu'il y a tellement de questions que j'aurais aimé poser, que j'ai encore, donc honnêtement, on pourrait tellement enregistrer un deuxième épisode. Oui. Puis le troisième, peut-être. Un troisième, je pense que ce serait probablement de suivre son cycle. De vraiment respecter, de vivre en fonction de son cycle, son cycle infradien, comme on appelle, qui est le cycle menstruel, et non le cycle... c'est que notre cycle circadien quotidien, journalier, va aussi influencer nos hormones. Donc, ça serait de respecter autant notre cycle circadien que infradien. Donc, les deux ensemble, ça fait vraiment...
ça vient vraiment réguler notre cortisol vraiment beaucoup. Donc ça, tu sais, pour respecter notre cycle circadien, en quelques mots, ce serait premièrement de ne pas regarder notre téléphone la première chose en se levant. Ouais. Donc là, il y a trop de lumière bleue qui rentre dans la pinéale, ça nous déstabilise complètement, ça vient monter le cortisol d'un coup. Oui, je fais ça chaque jour. Ça serait une petite habitude à essayer de... Tu sais, on est toutes dans la même... Tu sais, on essaye toutes de faire du mieux qu'on peut, là. Mais oui, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à essayer. Donc, on veut vraiment avoir la première lumière qu'on veut voir, c'est la lumière du jour, qu'il fasse gris, qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête de neige. C'est vraiment cette lumière-là que l'œil veut voir en premier pour qu'on fasse des taux de cortisol harmonieux, disons, avec les besoins de notre corps sur le moment et qu'on produise une belle mélatonine le soir. Donc, plus on va avoir un cortisol qui est pas naturel le matin, avec les écrans bleus, moins on va faire notre mélatonine le soir et plus notre courbe de cortisol va être dérégulée, c'est-à-dire que elle va être graduellement de plus en plus basse le matin, donc on va être de plus en plus fatigué en se levant, puis là, on va mettre l'écran devant les yeux, là, ça va booster notre cortisol, mais ça va entretenir ce cercle vicieux-là de cortisol trop bas le matin et trop élevé le soir, où là, on a un regain d'énergie avant de se coucher, ça nous tente plus de dormir, tu sais, on veut faire 1001 projets à 10 heures le soir ou à 6 heures, tu sais, mais ça serait le temps, en fait, de faire notre mélatonine pour nous préparer à dormir. Donc, on a souvent une courbe de cortisol inversée. Elle est supposée d'être élevée le matin puis basse le soir pour laisser place à la mélatonine. Mais on est, en général, inversé dans la société. Donc, il faut prendre soin de notre cycle circadien et infradien aussi autant. Super intéressant, honnêtement. C'est tous des trucs que je vais noter et que je vais essayer de faire, mais c'est tellement difficile, comme on le dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut prioriser. J'ai beaucoup entendu ça, de ne pas regarder son téléphone le matin, puis de vraiment faire des activités le soir qui vont venir nous permettre de nous reposer. Puis j'ai justement enregistré un épisode avec une spécialiste du sommeil il y a pas longtemps. C'est un épisode aussi que les gens vont pouvoir aller regarder si jamais ils veulent en apprendre plus sur comment avoir un meilleur sommeil. Mais pour clore l'entrevue, Karine, la question que je pose à toutes mes invitées, puis je pense que t'en as un petit peu parlé durant le podcast, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui te rend fière d'être femme, en fait? J'ai pas toujours été fière d'être femme, hein. Comme je disais, là, j'étais vraiment dans mon masculin, blessé. Tu sais, je voulais même être un gars là, quand j'étais petite, toute jeune, jusqu'à toute ma vingtaine même. Mais tout ça a complètement changé, complètement viré, puis c'est quand, en fait, j'ai vraiment découvert la puissance d'être une femme, à quel point notre cycle a tellement de cadeaux à nous offrir, et c'est qu'on touche à une sagesse immense, c'est un joyau, c'est vraiment un diamant qu'on a à l'intérieur de nous qui est là, puis qui attend juste d'être vu par nous, puis il faut se laisser le voir, dans le fond. Mais si chaque femme prenait le temps justement de relaxer un peu plus, c'est de moins être dans le rythme masculin et tout, puis d'aller voir c'est quoi nos dons, sa sagesse intérieure, ça nous ouvre des portes immenses après ça pour moi, être une femme, en fait, c'est d'apprendre tout le temps c'est de vivre, de mourir, de renaître, de remourir, de renaître constamment. Tu sais, non seulement à travers le cycle, il y a toujours une mort avec l'hiver, avec l'automne, tu sais, puis on renaît au printemps, mais on peut le voir dans toute notre vie où il y a des cycles de mort, de renaissance, tout ça. Puis je trouve que ça peut tellement aider à vivre, en fait, à juste à vivre de façon plus consciente, de façon vraiment de voir plus de dimensions à la vie que juste de voir la première dimension, le 3D. Là, on comprend tellement plus de couches derrière tout ça. On comprend pourquoi on vit les choses, qu'est-ce qu'on est venu apprendre de ça. On est capable de se laisser mourir, de renaître, puis d'être une nouvelle version de nous complètement... wow, tu sais. L'évolution, en fait. Évoluer, là, comme c'est fou. C'est sûr que les hommes aussi ont une sagesse, là, tu sais. Ils ont ça, mais nous, on traverse ça avec le corps, puis avec tous les défis d'être une femme, parce que c'est pas facile d'être une femme. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme qu'un homme, là. Je le crois sincèrement, tu sais, avec toute la souffrance physique, puis d'habitude la fragilité émotionnelle, l'hypersensibilité qui vient souvent avec. Tout ça, ça nous amène des défis de plus, tu sais.
Mais faut justement, quand on accepte ça, on accepte on est curieuse par rapport à ça, puis on veut plus se connaître, puis se comprendre. Et là, justement, on voit que c'est des cadeaux, tu sais, au lieu que ça soit des freins dans notre vie. Alors, non, je trippe. Je trippe être une femme. Maintenant, je voudrais plus être un homme du tout comme avant. Je trippe. Puis là, je rentre dans ma quarantaine, puis il y a tout un autre monde qui s'ouvre à moi en ce moment, de la périménopause. Je suis, mon Dieu, vraiment là, comme je fais, wow, exactement, ça finit jamais. Puis si, justement, si chaque femme vraiment voyait que on a vraiment un rôle dans la société de pilier, mais de sagesse, justement, à donner comme exemple en tant que mère, même si on n'est pas mère physiquement, là, si on n'a pas d'enfant, mais on est quand même les mères de la société. Puis quand on va être en ménopause, on représente vraiment la sagesse, tu sais, on porte vraiment une sagesse de la société, puis on gagnerait tellement à aller voir les femmes, tu sais, toujours les femmes un peu plus vieilles que nous pour aller apprendre d'elles, celles qui ont vraiment fait le travail puis qui acceptent justement leur âge carrément, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie, puis c'est quoi leur rôle en ce moment. C'est vraiment quelque chose que la société gagnerait à respecter beaucoup plus. Tu sais, c'est les femmes qui vieillissent, on a... C'est ça. Je sais pas si je m'exprime correctement, là, mais ouais, il y a comme une immense sagesse dans le vieillissement de la femme, puis dans les phases qu'on traverse, puis si la femme accepte de justement se laisser mourir et remourir et renaître et renaître, on pourrait vraiment avoir beaucoup... Les enfants, les ados, même les jeunes adultes, même à n'importe quel âge, on pourrait se tourner vers ces femmes-là puis avoir beaucoup plus de sagesse justement de leur part. Ouais. Ben, ça a beaucoup de sens ce que tu dis, puis je veux dire, l'acceptation de soi, au final, ça revient pas mal à ça. Puis en tant que femme, c'est vrai qu'on a tout le temps des cycles de renouveau, puis apprendre à se connaître, à expérimenter différentes choses, puis aussi la manière dont notre cycle influence nos émotions, comment est-ce qu'on pense et tout ça, c'est fascinant en tant que tel. C'est fascinant. On est fascinante. Je suis fascinée par la femme. 100%, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais écoute, Karine, c'était tellement intéressant comme entrevue. J'en ai appris énormément et je suis certaine qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi. Donc, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Ça fait plaisir, Juliette. Merci pour l'invitation.